Donc bonjour à tous, je suis Frédéric Coq, le sélectionneur de l'équipe nationale belge de rugby, donc les Black Devils, et je suis très content d'être invité sur une saison en Ovalie pour parler un peu du rugby belge. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Une fois de plus, c'est un grand plaisir que de vous accueillir dans notre émission. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On va parler donc du tournoi B, donc des 6 nations, avec les résultats des 2 dernières journées, et bien sûr des échéances pour les Black Devils. Alors tout d'abord, expliquez-nous un petit peu les particularités de ce calendrier, parce que c'est vrai qu'il est un petit peu difficile à suivre et il y a eu pas mal de modifications de dates. Alors comment est-ce que la Belgique peut potentiellement réintégrer ce championnat? Expliquez-nous. Oui, mais donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la situation Covid, malheureusement, il y a eu pas mal de matchs reportés. Donc pas remis, mais reporté. Et nous n'avons pu jouer la dernière journée du REC 2020 qui nous opposait à la Roumanie. Donc la Roumanie était dernière à ce moment-là et nous étions avant-dernier. Et malheureusement, avec les règles gouvernementales, nous n'avons plus ni accueillir ni nous déplacer dans la période prévue. Donc Rugby Europe a dû statuer et a décidé de nous déclarer forfait pour ce match, malgré que les textes étaient en notre faveur. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, nous devons jouer, nous finissons dernier, et nous devons jouer un match de barrage le 29 mai prochain contre les Hollandais, qui sont les premiers du trophy, et donc du tournoi C, on pourrait dire. Hein. Et donc, le vainqueur pourra évidemment participer au REC 2021. Particularité, comme vous le disiez, c'est que le REC 2021 a déjà commencé le 6 mars dernier et nous, ni les Hollandais d'ailleurs, ne sommes encore intégrés puisque le match de barrage se fera a posteriori de ce premier tour de REC 2021. Donc voilà, assez compliqué puisque chaotique cette fin de REC 2020 alors que c'était vraiment pour la Belgique avec mon prédécesseur un très très bon championnat avec une victoire bonifiée contre la Russie, avec des points de bonus pris contre l'Espagne et le Portugal. Malheureusement, les garçons n'ont pas pu conclure sur un match contre la Roumanie qui donnait beaucoup d'enjeux pour nous parce que ça aurait permis de terminer troisième si nous avions gagné. Et à ce titre, ça aurait été le meilleur résultat depuis que la Belgique est dans ce tournoi Destination bis. Et surtout, ça nous aurait permis d'enchaîner directement avec le REC 2021. Ce n'est pas comme ça. La situation Covid en a voulu autrement. C'est difficile de voir le tunnel, donc voyons la lumière qui est au bout et focalisons-nous certainement sur ce match contre les Hollandais. Pardon. D'accord, bah c'est beaucoup plus clair comme ça. C'est vrai qu'avec tous ces bouleversements, on était un petit peu perdus. Alors, bon, vous avez regardé attentivement les résultats donc, des 2 premières journées, avec notamment la Géorgie qui marque son territoire. Oui, alors la Géorgie qui marque son territoire, je vais dire comme de coutume, hein, puisque ça fait presque 10 ans qu'il truste les premières places. Donc voilà, après effectivement des victoires, mais des victoires qui sont peut-être moins cinglantes que par le passé. Pourtant, ils ont de très très bons joueurs, mais voilà, je pense qu'ils sont peut-être un petit peu en train de marquer le pas. Peut-être aussi une génération qui tourne hein, avec des vraiment très bons joueurs qui ont pris un peu de recul ou qui ont vraiment pris leur retraite. Donc voilà, il y a une nouvelle génération à venir. Castagien, hein, c'est une nation qui est très très forte, qui je pense est au-dessus du lot, mais qui ne marque pas de son empreinte aussi fort le championnat de Rio 2021, en tout cas dans ce début, comme ils l'ont pu le faire par le passé. Alors, il y a la Roumanie aussi qui réalise un bon début de tournoi avec une victoire surprenante à la dernière minute contre le Portugal. Ils l'ont gagné à l'arraché. J'imagine que vous avez regardé ce match attentivement avec 2 adversaires potentiellement pour la Belgique qui sont de niveau abordable pour vous. Alors, on va rester humble. Bien Donc sûr. voilà, oui, abordable. Tous les matchs sont abordables hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, bien entendu. Après, effectivement, si on doit mettre un niveau de possibilités, la Roumanie, c'est la seule équipe pour l'instant que nous n'avons jamais battue, mais qu'on pensait pouvoir le faire malgré des problématiques de préparation. Effectivement, le Portugal, l'Espagne, la Russie, nous les avons déjà battus. Et voilà pourquoi, dans ce championnat, je pense qu'il est le plus ouvert possible. Il faut rappeler que le championnat 2021 et 2022 sont qualificatifs pour la Coupe du Monde 2023. Il y a beaucoup d'équipes
beaucoup de nations qui en ont fait leur cheval de bataille ou en tout cas leur target one. Et la Belgique en a fait aussi évidemment quelque chose d'important puisque une Coupe du Monde à nos frontières pourrait que booster le rugby belge. Donc évidemment, il y a beaucoup d'enjeux à cela. Donc même si on n'y participe pas, il ne faut pas qu'on se voit déjà vainqueur contre la Hollande, parce qu'un match, comme je le disais tout à l'heure, n'est jamais gagné à l'avance. Mais effectivement, on regarde avec attention, tout le staff regarde avec attention les matchs qui se déroulent pour l'instant dans le REC 2021. Et les résultats, bien, effectivement, sont parfois surprenants, parfois décevants. Ça dépend dans quel camp on se place. Hein. Si je me place par rapport à mon collègue Patrice Lagisquet, effectivement, à son interview d'après-match contre la Roumanie, il était très, très déçu. Et il avait de quoi. Il y avait de quoi. Maintenant, il faut laisser aussi la force à la Roumanie qui a su revenir dans un match qui était plutôt compliqué pour eux, avec leur force hein, sur les avants, avec des ballons portés, avec des ballons prêts. Et voilà, donc c'est pas une surprise, hein, ce jeu. Voilà, on sait un peu les stéréotypes de chaque équipe. L'Espagne et le Portugal en voyant beaucoup de jeux sur les extérieurs avec beaucoup de passes, beaucoup de vitesse, beaucoup de duels. Les pays dits de l'Est qui sont un petit peu plus frontaux et qui jouent un petit peu plus au contact avec leurs avants. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous intéresse, que l'on suit, évidemment. C'est vrai qu'on voit que les résultats sont assez serrés, avec des victoires avec très peu d'écart, et notamment l'obtention de 3 bonus défensifs donc depuis le début du tournoi, ce qui montre que les équipes sont proches. Et comme vous l'avez dit, l'enjeu de la qualification pour la Coupe du Monde a un petit peu boosté les niveaux et équilibré un petit peu les forces en présence. Oui, tout à fait. Donc, on sait, puisqu'on était en relation avec la Roumanie de façon très spéciale, puisque Rugby Europe organise des meetings réguliers pour fixer les matchs. Donc, on savait que la Roumanie s'entraînait très, très dur avec des camps en Russie, avec des camps en Turquie, avec des rassemblements de presque un mois avant les matchs qu'on devait jouer contre eux, que ce soit en novembre ou en février. On sait que le Portugal a accueilli le Brésil, que l'Espagne est partie pendant la période de novembre, est partie en Uruguay. Donc, effectivement, ces nations qui étaient installés de par le fait de leur ranking dans le REC, ont pu bien travailler. En plus, ils avaient la possibilité par leur gouvernement de pouvoir s'entraîner, ce qui n'était pas le cas de la Belgique à l'époque. Donc, effectivement, ces nations se donnent les moyens. World Rugby et Rugby Europe les aident aussi. Voilà, j'espère qu'aussi la Belgique sera aidée à ce niveau-là pour qu'on puisse lutter à armes égales dans cette compétition. Mais effectivement, tout est serré de par le fait que les nations se sont préparées, comme je disais tout à l'heure, et puis aussi un petit peu par le fait que la Géorgie n'a plus la suprématie d'antan et donc n'est pas nécessairement capable d'enlever un bonus défensif ou de prendre le bonus offensif. C'est intéressant l'abord que vous avez par rapport aux moyens donnés aux sélections, et notamment la capacité que les équipes maintenant ont de pouvoir s'entraîner en amont, donc sur des périodes d'entraînement qui sont relativement longues. On voit que la Géorgie s'appuie sur un vivier de joueurs issus de top 14, de Pro D2 et du championnat aussi anglo-saxon, et qui a du mal maintenant un petit peu à dominer le tournoi comme précédemment. Et à contrario, la Roumanie, qui a une équipe qui est plutôt basée sur des joueurs du cru, des joueurs roumains, mais le fait d'avoir ces préparations commando, entre guillemets, en amont, ça permet de pouvoir en fait préparer ce tournoi de façon équilibrée et le rendre vraiment hyper attrayant. Oui, tout à fait. Donc, il y a vraiment deux orientations, hein, enfin, je vais bien me dire trois, et on aura une particularité avec la Belgique. Donc, en fait, il y a la première que vous avez citée avec la Géorgie, qui s'appuie énormément sur des joueurs qui sont, qu'on va dire, expatriés, pour aller chercher un championnat beaucoup plus compétitif, et donc de rendre les joueurs compétitifs. Et puis après, un assemblage de joueurs qui se fait sur 4 semaines ou 5 semaines en fonction des matchs. C'est une façon de travailler. À l'opposé, je vais dire, même si ça n'a pas été le cas tout le temps, mais maintenant c'est le cas, la Roumanie qui, elle, s'appuie sur des joueurs, je vais dire, roumains, c'est-à-dire qui jouent dans le championnat roumain, mais il faut savoir que ce championnat, et en tout cas cette équipe sur laquelle, ou en tout cas les joueurs sur lesquels il s'appuie,
ont une équipe professionnelle qui peut s'entraîner, qui joue des qualifications à la Challenge Cup, par exemple, avec des entraîneurs professionnels. Voilà, ils sont dans un environnement professionnel. Donc, effectivement, le championnat n'est peut-être pas identique en Roumanie et en top 14 et Pro D2, bien entendu, mais par contre, ils ont la possibilité de s'entraîner très souvent ensemble et de vivre ensemble. Donc, c'est vraiment les deux choses un peu opposées, même si elles sont très intéressantes pour le rugby. Et puis, au milieu, il y a l'Espagne et le Portugal qui, eux, font un mix des deux, en fait. Ils ont pas mal de joueurs qui jouent en France en top 14 en Pro D2, un peu plus pour l'Espagne, un peu moins pour le Portugal où c'est plus Pro D2 national, voire fédéral. Mais par contre, ils ont aussi un championnat qui est pro ou semi-pro, qui a continué à travailler avec des rassemblements très, très rapprochés. Et donc, ils essayent de faire un mix des deux, ce qui leur réussit pas mal, il faut le reconnaître. Et puis après, évidemment, on a le cas de la Belgique que je connais quand même le mieux, qui est en fait, je ne vais pas dire un mix des deux, mais qui est un peu quelque chose d'hybride, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de joueurs qui, par notre championnat domestique, s'expatrient en France. Voilà, donc on a presque, sur un squad de 47 joueurs, on a 26 joueurs qui jouent en France, donc c'est quand même important. Par contre, tous ces joueurs ont été formés, ont été éduqués en Belgique, c'est-à-dire il y a que il y a 87% de ces 26 joueurs qui ont été éduqués en Belgique et ont commencé le rugby en Belgique. Et puis après, ils se sont expatriés. On en a quelques-uns, comme toutes les nations, par une double nationalité ou par une éligibilité, sont capables de rejoindre les Black Devils. Malheureusement, on a peu de joueurs qui jouent en Pro D2 et Top 14. On a plus de joueurs qui jouent en national et fédéral, voire même fédéral 2. Et puis, on a un championnat en Belgique qui n'est pas professionnel et qui, pour les raisons Covid, ne joue plus et ne s'entraîne plus depuis mi-octobre, à l'instar de ce qui se passe avec la Fédérale 1 en France et les divisions inférieures. Et donc, ça crée vraiment un gros souci de rassemblement, parce qu'on a évidemment une délocalisation de pas mal de joueurs, un petit peu plus de la moitié. Je pense que ça doit être aux alentours de 57-58% de délocalisés. Donc voilà, c'est pas évident de rassembler. Comme je disais tout à l'heure, ils sont un peu répartis en top 14. On en a un, on a 4 joueurs en Pro D2, on a 4 joueurs en national, et puis après c'est en fédéral. Et les championnats, je veux dire, dits amateurs n'ont pas repris, donc ils ne peuvent pas s'entraîner normalement. Ils sont toujours en stade 3, il n'y a pas de compétition. La nationale peut s'entraîner. Donc, il y a vraiment des disparités et c'est très, très compliqué de fixer des dates parce que les championnats ne sont pas identiques. En top 14, en Pro D2, en national, il n'y a pas de championnat en fédéral. Par contre, les niveaux sont disparates puisqu'il y en a qui se sont entraînés, qui ont l'habitude des contacts, d'autres qui n'ont plus du tout l'habitude, même s'ils font de la préparation physique individualisée. Et donc voilà, on doit jouer avec ces difficultés, mais plutôt que de regarder justement les difficultés, essayons de regarder ce qui est capable de faire, sur ce que l'on peut gérer. Et voilà, on essaye de faire des choses avec du monitoring GPS à distance, avec des challenges, avec la mise en place de stages. Par exemple, on devait avoir stage la semaine dernière, mais il a dû être annulé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a rentré un protocole à la Fédération belge de rugby, la Fédération belge de rugby a rentré un protocole au gouvernement flamand et francophone. On a eu une dérogation pour pouvoir enfin s'entraîner, mais avec un protocole strict, avec des tests PCR. Et la semaine qui a précédé le stage, eh bien, nous avons eu un test positif PCR, ce qui a fait des cas contacts. Les cas contacts ont mis une quarantaine et donc on a dû annuler l'autre stage. Donc voilà, c'est assez embêtant, mais c'est la réalité du moment. Je pense qu'il n'y a pas de raison de se plaindre. C'est compliqué, certes, mais il n'y a pas de raison de se plaindre. Je pense que malheureusement, il y a des gens qui sont beaucoup plus touchés par la situation Covid. Et voilà, nous, ce sont des petits problèmes, certes embêtants dans notre passion, voire pour moi dans mon métier, mais voilà, il faut faire avec, en espérant que ça s'atténue, que la vaccination puisse arriver et qu'on puisse enfin retrouver la possibilité de s'entraîner au mieux avec nos possibilités. C'est pas les mêmes que les Espagnols et les Portugais, c'est pas les mêmes que les Géorgiens, c'est pas les mêmes que les Russes et les Roumains, mais voilà, ça c'est notre spécificité. On est habitué puisque ça fait quand même pas mal de temps que je travaille dans le milieu belge, même si j'ai été expatrié pendant 12 ans en France, donc en Pro
Pro D2 en Élite 1 à l'époque, c'était pas la nationale, c'était l'Élite 1 en Fédéral 1 aussi. Et donc voilà, maintenant revenu en Belgique en connaissant bien les tenants et aboutissants. Travaillons du mieux possible, mais en tout cas, le potentiel est là et on vise effectivement cette troisième ou deuxième place au REC 2021 pour pouvoir essayer de participer à la Coupe du Monde. Ce serait vraiment un aboutissement. Ah, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Alors, comme vous avez un œil attentif sur le championnat français et que notre chaîne, une saison nationale, est spécialisée un petit peu dans la division nationale, je voudrais avoir un petit peu votre regard sur cette division. Donc, cette division toute nouvelle créée pour faciliter la passerelle entre la fédérale et la Pro D2 et qui pour l'instant semble être une réussite sportive. Si on regarde un petit peu les scores et les matchs, et les résultats, sportivement, c'est une division qui a atteint ses objectifs. Tout à fait. Donc, j'étais en Pro D2 lorsque il y a quelques années, on a créé l'élite, la Fédérale 1 élite, qui est exactement le pendant de la nationale, mais ça restait Fédérale 1 élite. Mais j'étais totalement pour, on avait été consulté à l'époque avec les clubs, j'étais totalement pour avoir cette division intermédiaire parce que le step est vraiment délicat à passer entre la Fédérale qui est amateur, semi-amateur, semi-pro, voire pro pour certains, et même dans les clubs, il y a des gens qui sont pros et d'autres qui sont pas pros. Donc voilà, c'était assez compliqué. J'étais partisan de mettre cette division intermédiaire pour préparer, avec effectivement un cahier de charge assez important à relever. Et ça n'avait tenu qu'une année, une saison. Et puis après, ben voilà, c'est revenu dans les tableaux parce que je pense que c'est pertinent. Ça prépare les clubs, ça prépare les joueurs. Ça met du challenge aussi. Donc voilà, c'était très intéressant. Et donc, à ce titre, parce que j'y ai participé, parce que nous avons des joueurs qui y participent, parce que c'est une compétition qui aussi peut montrer le parallélisme entre notre niveau des Black Devils et ces équipes. Donc, je regarde, j'y suis fort attentif. J'ai encore des amis qui y jouent. J'ai des joueurs que j'ai entraînés qui y jouent. J'ai des collègues entraîneurs qui entraînent. Donc, voilà. Et donc, tout ça fait que je suis évidemment la nationale avec un championnat plutôt intéressant, effectivement. Situation de Covid faisant, on a la chance de pouvoir regarder les matchs en streaming. Et donc, moi, je trouve ça très, très intéressant parce que c'était pas tout le temps faisable. Lorsqu'on avait une assistance, les clubs n'étaient pas organisés pour pouvoir diffuser leurs matchs, en tout cas pas vraiment beaucoup. La Pro D2, le top 14, c'est facile à suivre, mais la nationale un peu moins. Et donc, c'est très intéressant. Et donc, je suis effectivement Nice, puisqu'il y a un joueur des Black Devils, Cognac, évidemment, puisqu'on en a deux, Blagnac, puisqu'on en a un, Suresnes, puisqu'on en a deux. Donc, effectivement, voilà. Et on a noué des liens plus particuliers de management entre les clubs dans lesquels nous avons des représentants et les managers ou les entraîneurs. Et on a fait ça aussi d'ailleurs avec la Pro D2 et avec le Top 14, ce qui nous permet d'avoir je vais dire une relative aisance de discussion, d'échange sur la forme du joueur, sur ses problématiques, sur sa libération aussi. Je pense que c'est quelque chose qui ne se fait pas ou qui ne se faisait pas, en tout cas en Belgique, ça c'est sûr, qui ne se fait pas beaucoup avec les autres nations, puisqu'on sait que pour libérer des joueurs, dès qu'on est dans une fenêtre internationale, il y a la règle 9 de World Rugby qui dit que le joueur ne peut être maintenu s'il est sélectionné en équipe nationale. Nous ne voulons pas, nous, délibérément, mettre cette règle 9 en place parce que ça met beaucoup de pression sur le joueur. Je pense que c'est inconfortable. Et par contre, de pouvoir discuter en amont, bien en amont, c'est compliqué pour l'instant parce que la situation, elle évolue assez rapidement. Mais lorsqu'on reviendra à la normale, de discuter avec les managers, avec les entraîneurs, avec les présidents, de faire des reviews de ce qui se passe avec la Belgique et surtout d'anticiper les libérations, eh bien, ça permet à ces clubs, à ces managers, entraîneurs, de pouvoir mettre dans la rotation naturelle de leur effectif les joueurs belges et donc de pouvoir les libérer sur les matchs. Donc, je suis avec attention et avec beaucoup d'intention la nationale via le streaming. Oui.
Écoutez, c'était un plaisir que d'échanger avec vous. C'était vraiment très enrichissant. On a appris plein de choses sur votre belle équipe des Black Devils et sur ce championnat qui nous paraît beaucoup plus clair parce que c'est vrai qu'avec tous ces bouleversements de calendrier, on avait perdu un petit peu le fil et on avait du mal à comprendre un petit peu les enjeux. Donc, on vous souhaite bonne chance pour la qualification pour déjà le tournoi avec le barrage face à la Hollande et en espérant voilà, que vous vous qualifiez et puis que vous atteignez vos objectifs de qualification pour la Coupe du Monde. Et avec voilà, ces joueurs belges qui sont dans le championnat national. Alors, je regarde une petite statistique avant de vous recevoir. Et en fait, j'ai remarqué que vous aviez un nombre de joueurs belges équivalent au nombre de joueurs néo-zélandais en national. Donc, il y a potentiellement 7 joueurs belges sélectionnables et autant de joueurs néo-zélandais. Donc, j'ai trouvé le chiffre intéressant et rigolo. Et en tout cas, ça montre voilà, l'importance donc, de votre sélection et de votre équipe dans le rugby national et ça apporte toute la richesse à ce championnat. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et bonne chance à vous pour la suite. C'est gentil, merci beaucoup et bonne continuation à une saison en Ovalie. Merci.